Michelin, Motion for Life. Soyez toutes et tous les bienvenus sur Racing Stream. Oui, Donald Regnault est très triste parce que Ferrari n'a pas gagné le titre mondial, donc il a décidé de ne pas venir ici. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, on pense bien à lui et il sera là la semaine prochaine. Mais on va quand même parler de Formule 1, on va parler de moto, on va parler de Formule 3 également parce qu'on a un invité exceptionnel avec nous et on va passer une bonne soirée sur Racing Stream. Donc voilà, je pense que on est bien et je vais commencer justement par cet invité, l'invité mystère. C'est un jeune pilote de Formule 3, un pilote de talent qui fait partie de la Williams Academy Racing, je crois, je sais même plus comment on dit, tu me diras. Alessandro Giusti, ça va Alessandro ? Ça va bien, déjà bonsoir à tous et merci pour l'invitation, je suis heureux d'être ici et voilà. Eh ben écoute, on va revenir sur ton parcours, on va revenir sur ton lien avec Williams aussi, et puis sur ton programme 2025, parce que tu vas rouler en Formule 3 FIA, et ça va être quand même quelque chose d'assez important à suivre. Donc bienvenue ici, bienvenue au Maestro. Bon, ça Jean-Louis. Hein. Bonsoir à tous. Tu es habitué, t'as la nouvelle génération de pilotes qui est là. Absolument, Williams, c'est une écurie qui, pour moi, est extrêmement honorable. C'est vrai, c'est vrai. On va y revenir justement à cette filiation là aussi avec Alessandro et revenir sur la Formule 3. Et puis de l'autre côté du plateau, eh bien j'ai l'honneur de recevoir encore notre Snoopy national. Non, c'est toi Snoopy. C'est moi. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est toujours avec plaisir. Hein. Faudra que tu me réexpliques pourquoi on t'appelle Snoopy, Jean-Marc Bonnet. Je ne sais pas pourquoi on t'appelle Snoopy. L'émission n'est pas assez longue. Aïe, bon d'accord. On aura l'occasion d'y revenir. Loin. Je viendrai te voir pour faire un épisode de mon podcast. Bon bref. Et puis, ce soir, évidemment, on a la légende Rémi Tissier, mais la légende qui, a priori, a un petit problème là. Un quart de la légende. Aïe. Zorro Bernardo. Bernardo est là. J'espère que tu vas bien signer. Tu vas signer de tes interventions de façon intéressante. Bon, sans plus tarder, on va passer à la Formule 1 parce que le programme est chargé. Alors Jean-Louis, la Formule 1, la grande finale, il y avait de l'émotion. On a retrouvé un duel entre la Scuderia Ferrari et l'équipe McLaren. Un duel incroyable. Alors c'est toujours émouvant, une fin de championnat. Surtout au bout de 24 Grands Prix. Je vous rappelle que si vous rajoutez les congés, ça fait un Grand Prix toutes les 2 semaines. Donc ça fait quand même pour toutes les équipes, et je pense notamment aux mécaniciens, je pense à mes confrères, bien entendu, mais l'équipe elle-même, les mécaniciens, ceux qui font tout, franchement, c'est assez dur pour eux. Et si on se met dans la tête de faire encore 1 ou 2 Grands Prix de plus, je pense qu'il va falloir envisager des solutions de remplacement, vraiment. On entend même les pilotes se plaindre un petit peu de ça, les mécaniciens aussi, parce que faut concilier la vie pro et la vie perso, quoi. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, avec Snoopy hors antenne, on parlait du Brésil, par exemple. Le Brésil, les pilotes sont restés quand même près de 5 heures dans les voitures, puisqu'ils s'est qualifiés le matin à 7 heures du matin et que la course a été arrêtée moult fois. Donc, il faut quand même comprendre que c'est pas des métiers faciles en plus. Et donc, c'est compliqué. Alors, le Grand Prix du Brésil, nous, quand on a arrêté le Grand Prix du Brésil, c'est le seul Grand Prix où mécaniciens, journalistes, on a tous pleuré quand il s'est arrêté. Donc, je sais pas si c'est le bon exemple, celui-là. Oui, enfin là, il pleuvait, c'était des conditions un peu compliquées. Alessandro, toi, t'étais pas au Brésil pour cette épreuve. T'as dû la suivre, évidemment, avec intérêt. Ça te fait plaisir, toi, les déplacements, les voyages l'année prochaine? Tu vas même commencer par l'Australie avec la Formule 3. C'est sûr que c'est sympa de découvrir des pays comme l'Australie, Bahreïn, moi j'ai jamais été. Après c'est sûr que c'est long, 30 heures d'avion, aller-retour. Mais après pour le moment, moi, ça me plaît de faire ce sport, donc je continue les déplacements, je prends sur moi et voilà. Bon, écoute, en tout cas, on suivra ça avec attention. Bon, beaucoup d'émotions, on le disait, Jean-Louis. Oui. Beaucoup d'émotions aussi pour Lewis Hamilton. Hein. Oui, c'est son dernier Grand Prix chez Mercedes. La scène a été absolument formidable entre les deux, Toto Wolff et puis Lewis. Franchement, on sentait vraiment que le courant passait encore entre eux. C'est vrai. Mais que il faut bien savoir raison garder et il faut bien se quitter à un moment donné. Mercedes a fait 6 titres de champion du monde pour Lewis. Quand même, ça, c'est assez énorme. Et je rappelle sa victoire de Silverstone cette année, où, franchement, en l'espace de 30-40 mètres, il a montré à Russell comment il fallait piloter sur la piste à peine mouillée, en pneu slick. D'ailleurs, je te fais la transition aussi, parce que Russell tient les 2 équipiers. Jusqu'au dernier tour de la dernière course, il y a eu affrontement et il a tenu à dépasser Russell. Oui, parce que, attention, il faut préciser qu'il n'avait pas du tout la même stratégie, étant donné que Lewis ayant raté ses qualifs complètement,
Peut-être pas par sa faute, puisque Toto Wolff s'est excusé. Lewis a quand même dit je vais essayer. Donc il démarre en pneu dur. Ils étaient deux, je crois, à démarrer en pneu dur. Il termine en médium. En médium, donc en pneu tendre. Et donc il rattrape Russell. Et il y a eu un message de Toto Wolff disant à Russell il faut être correct avec Lewis. Donc il connaît bien son monde, Toto Wolff. T'es gentil, s'il attaque, tu vas le laisser passer. Il est passé à l'extérieur. C'est beau, hein? Oui, elle est dure cette courbe. À l'extérieur, c'est pas si mal que ça. Ouais. Donc c'était émouvant de voir ça. Et ces adieux étaient, je pense, à la hauteur de ce qu'ils ont été, et Mercedes et Hamilton l'un et l'autre. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Snoopy, t'as suivi aussi cette finale, de voir finalement un monstre sacré comme Hamilton, cette titre de champion terminé comme ça avec Mercedes. Oui, et puis c'est aussi le lien avec sa voiture. Juste après l'arrivée, il est à genoux avec sa voiture. Et on voit que c'est compliqué, il n'enlève pas le casque. Et puis la course qu'il fait, il part du fond de la grille. Oui. Et bientôt, il ferait un podium. Il a eu des courses compliquées ces derniers temps, c'est sûr. Il y était peut-être pas. Mais là, il a quand même fait tout l'étalage de son talent. À genoux devant une moto, tu te souviens de quelqu'un? Oui, monsieur Valentino. Oui. Eh oui, à genoux devant la moto. Il avait contesté. Non, Voilà, c'est une grande course d'Hamilton et ça. Il part 16e. Je vérifie. Oui, et il termine donc au pied du podium. Du podium, oui. Derrière les Ferrari. Et d'ailleurs, moi, ça m'a bien plu parce qu'il y a eu un petit mot entre lui et Charles Leclerc. On sent déjà que la saison 2025 se prépare. Ça y est, c'est fini. Lui, il est en rouge. Charles est en rouge. Voilà. C'est un autre monde qui commence, et pour l'un et pour l'autre, et y compris pour toute la Scuderia Ferrari. Car dans cette équipe où il y a une symbiose vraiment importante entre tout le monde, Lewis, il va arriver. Ça va pas être facile, hein? Ah, ça va pas être facile. J'étais un peu ému aussi pour Charles, qui était désespéré d'avoir manqué le titre mondial des constructeurs. Après la course qu'il a faite, 19e, 3e. Incroyable. Lui aussi, il a fait une course de dingue. Il a fait un premier tour où, je crois, il a dépassé 7 ou 8... Il est passé 8 au premier tour. Oui, il a gagné 11 places. Oui, au total 11 places. Ça, faut y aller quand même. Même s'il y a de l'espace à Abu Dhabi, voilà, c'est compliqué. On rappelle qu'il a eu une pénalité. C'est pas lui qui s'est qualifié dernier, c'est qu'il a une pénalité pour changement de batterie. Donc 19e. Et quelle pénalité? Oui. Oui, 10 places. Comme en plus, ça lui a fait rater ses qualifs et tout, etc. Bref, pas loin d'être dernier, 19e, et il termine sur le podium quand même. Mais moi, je trouvais qu'après une course pareille, j'aurais fait des bons. Il était complètement désespéré d'avoir manqué ce titre. Ça m'a fait de la peine, voilà. Ça aussi, j'étais triste pour lui. Moi, je trouve que ça s'est quand même bien goupillé. Alors, même si Ferrari perd la place de champion constructeur, ça aurait été beau, un 17e titre. Bon, c'est le 9e pour McLaren. Mais surtout, j'ai l'impression quand même qu'avec le travail effectué par les équipes de Fred Vasseur, là, on sent quand même que ça prend et que ces deux Ferrari, elles ont été en mesure d'aller jusqu'au bout, de reprendre des points jusqu'à faire peut-être un peu vaciller McLaren, en fait. Absolument. Et ce qui va se passer l'an prochain, c'est que l'un et l'autre, à la fois Charles et Lewis, sont très bons metteurs au point. Et donc ça peut faire avancer. Je pense que Carlos Sainz est un peu moins. Je pense que ça va faire avancer encore la voiture un peu plus. Et je pense que ça peut faire une équipe formidable. Maintenant, il faut que ça soit pas les duels ancestraux où ça se termine mal. Non, il faut que ça soit correct. Ouais, c'est vrai. Alessandro, toi, le fait d'être sur les mêmes week-ends que ces pilotes, que ces monstres sacrés, comme je disais, ça va te faire quelque chose ou pas? Alors, je sais que le paddock Formule 3, c'est pas tout à fait le paddock de F1, mais tu vas les côtoyer. En plus, jamais vu de F1 pour le moment, de rouler, jamais vu vraiment une F1 sur une piste. Donc déjà de voir ça va être sympathique. Et en plus, Hamilton, c'est mon pilote préféré, donc le voir chez Ferrari, ça va être incroyable. Donc je suis impatient de voir ça aussi. Et voilà. Cette saison 2024, elle a été intéressante pour toi à suivre parce qu'avec le duel entre McLaren et Ferrari, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'était, bien sûr, c'était mieux que 2023 déjà. Hein, c'était pas ennuyant. On avait un vainqueur différent pendant la demi-saison, à la fin de saison. On a eu presque un vainqueur différent tous les grands prix. Il y a eu de l'action. Donc oui, c'était bien. J'ai même cru au titre de Norris à un moment. Mais non. Cru, toi? Avec la vitesse qu'il avait avec la McLaren, je me suis dit peut-être qu'il y a un moment où c'est possible, mais bon. Ça l'a pas fait, malheureusement pour lui, mais bon. Et je pense qu'il faudrait pas oublier, surtout moi, les gestes entre Fred Vasseur et Zak Brown. Oui. À l'époque où on a deux qui se bouffent le nez en permanence, c'en est pitoyable. Voir ces deux grands patrons qui se prennent dans les bras, qui se félicitent l'un l'autre, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vrai que je voulais aussi rebondir là-dessus. On a vu une image entre les mécaniciens de chez McLaren et les mécaniciens de Ferrari qui se tombaient dans les bras. Ça, c'est le sport qu'on aime, en fait. Voilà. Je vais en parler. Ah.
Parfait. Bon, Désolé. juste un petit mot Désolé, sur Jean. les Leclerc Brothers, parce que mine de rien, Charles Leclerc, à la fin de la course, il était triste d'avoir perdu le titre. Il a vécu un moment historique. Oui, La avec première son frère. fois, Parce que que l'un- deux frères sont réunis dans la même équipe, c'est ça? Oui, c'est tout à fait exact. Il y a eu des frères hein, dans l'histoire de la Formule 1 qui ont Rodriguez, couru la contrôle, mais la même équipe, c'était vraiment la première fois. Il avait la voiture de Carlos Sainz. Et j'espère moi je me dis, j'espère qu'il va pas la casser parce qu'il va faire un drame total. Et non, ça s'est bien passé. Et voilà, c'était la première fois de les voir tous les deux en rouge. C'était quand même extrêmement agréable, c'était sympa. Mais bon, ça ne doit pas faire oublier que le vrai pilote, c'est Charles. Hein. Les jeunes viendront probablement après. Je sais pas quand, je sais pas quel est l'avenir du petit frère. On verra. Moi, je mets une pièce sur le fait qu'ils aillent en endurance tous les deux faire les 24 heures du Mans avec Ferrari. L'un et l'autre, Pourquoi pas. les deux. Oui, Ah oui, ça c'est possible, c'est possible. Ce que je me dis après. Mais Ferrari a une équipe solide en endurance aussi. Il faut bien faire attention à ça. Et les petits gars d'endurance, ils n'ont que ça. Ils n'ont pas la Formule 1 qui après pour reprendre le volant. Oui. Donc faut penser à ça. Ah, ça c'est vrai. Bon, donc Charles Leclerc a quand même montré de belles choses. Bon, Carlos Sainz aussi, rapidement, quand même, il a été important hein, dans Je comprends. dans cette saison chez Ferrari. Et puis là, il va aller chez Williams. Tiens, Alessandro, tu vas forcément le côtoyer. Oui, il a dit dans les derniers tours qu'il pensait déjà à Williams. Mais c'est une très bonne idée. Parce que Williams se rappelle que quand même c'est une propriété américaine. Hein. Il faut quand même voir les choses en face. J'aime beaucoup James Wowell parce que c'est un gars qui est vraiment, d'abord, beaucoup d'humanité, toujours très sympa. Quand il nous répond, voilà, jamais de faux semblants, ni rien du vrai. tout. Pas anglais pour un rond, voilà ce que je dirais. Et donc, je le trouve extrêmement sympa. Et je pense que ça va marcher. Ils vont progresser, franchement. J'ai l'impression, Williams. tu vois, ça m'a marqué tout à l'heure parce que tu as dit que Carlos Sainz, selon toi, était peut-être un peu moins bon metteur au point. Alors forcément par rapport à Lewis Hamilton. Mais j'ai l'impression quand même que dans toutes les équipes dans lesquelles il est allé, ça a progressé par la suite. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Là, il sait très bien qu'il a une tâche colossale devant lui. Il doit prendre ça à bras le corps. C'est l'Hidalgo par excellence. Il va y avoir un Grand Prix d'Espagne bientôt à Madrid. C'est son territoire. Il faut qu'il prenne ça en main vraiment. Et donc, je pense que ça va faire avancer les choses. Eh Vraiment. ben, on espère, parce que si dans 3 ans, 4 ans, par exemple, chez Williams, ça marche bien, on aimerait retrouver un Français chez Williams. Alessandro, c'est vrai que j'en profite pour demander ton objectif, évidemment, la F1, à plus ou moins long terme. C'est quelque chose qui t'a toujours fait rêver? Ah bah oui, hein, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pensé à ça en fait. Et je me bats pour ça tous les jours. Et donc ouais, j'espère un jour que je serai à partie de ce grille. Et voilà. Tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Et peut-être d'arriver comme Verstappen à être champion du monde, parce que Verstappen, alors là, il n'a pas eu un comportement de champion du monde, Jean-Louis. Il m'a profondément déçu. Alors, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, je me souviens des briefings des directeurs de course qui disaient, bon, il y a une course, mais je vous en supplie, n'intervenez pas dans la course au titre mondial, quand c'était des pilotes ou quand c'était des constructeurs. N'intervenez pas. Laissez-les se débrouiller eux-mêmes, pas d'intervention intempestive. Et là, Verstappen, il fait un truc de plouc complet. Ah, on est d'accord quand même, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et alors il dit, oui, mais il dit, ah, mais non, mais bien sûr qu'il était engagé, je m'en doute qu'il était engagé. Oui, mais il n'a jamais été devant, il explique à la radio qu'il était c'est devant. à l'arrière, un truc de plouc. Et donc, je me dis, mais quand même, franchement, il est 4 fois champion du monde. Qu'est-ce qu'il a en plus, c'est une McLaren qui court le titre. Donc, voilà. Alors, je répète, quand j'étais jeune, le directeur de course disait, n'intervenez pas. Alors, lui, il a fait un truc. Et justement, je veux en venir. Quand on voit les mécanos de Ferrari se congratuler avec les mécanos de McLaren, quel geste absolument formidable. Ils sont à côté, et en plus, c'est les équipes historiques. C'est vrai. Historiques. Il manquait Williams là-dedans. C'est les équipes historiques. Et donc, franchement, voilà, Verstappen. Alors, Champion du monde. je me tourne de l'autre côté du ring parce que, bon, t'as pas trop de voix aujourd'hui, Rémi, mais qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier virage? Il fait ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. C'est le plus fort, c'est le meilleur. Et Voilà. Enfin, c'est le meilleur. Oui, c'est ce que je reproche d'ailleurs. il a failli faire le jeu de Ferrari, voilà. Oui, alors je me suis demandé quel moment, peut-être, il avait eu, pourquoi pas un chèque, j'en sais rien, des backschiches pour faire ça. Je sais pas ce que t'en as pensé de ce premier virage, Snoopy. Le premier virage, il est à l'image du bonhomme, quoi. C'est que malheureusement, il est capable de faire des choses fantastiques. On l'a vu au Brésil ou ailleurs. Bien sûr. C'est un super pilote. Mais il est capable de faire les règles quand il veut, comme il veut. Comme un champion. Donc. Non, les règles, elles sont pour tout le monde. Et lui, il pense que tout est possible. On se rappelle Sao Paulo il y a quelques années avec Hamilton. Oui, il l'a oui. sorti dans le grand gauche. Dans le grand gauche, oui, Et absolument. il répète ça tout le temps. Avec Esteban Ocon aussi, hein, Ouais. en Non, mais 2018. il ne peut pas s'en empêcher. Non, Alors, je c'est pense pas- au 4e titre mondial, il pourrait quand même se comporter de temps en temps
Attention, ça ne retire rien à son talent. Hein. On va y venir après. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, dans les déceptions aussi, les gars de la FIA, ils se font traiter de stupid idiots. J'ai pas compris. Alors franchement, faudra m'expliquer. Il critiquait la pénalité et il demande, il dit, ils auraient pu me mettre 20 secondes. Mais enfin, elle est pas. Voilà, voilà, stupid idiot. Alors, frustré, je veux bien, mais là, pourquoi il les a traités d'idiots? Ben, parce que 20 secondes, c'est 10 c'était beaucoup. 10 secondes, c'était beaucoup. Non, ce que je veux dire, non, mais lui, non, mais les empile les pénalités depuis qu'il en a. D'accord. Ah oui, oh là là, j'avais pas compris. Oui, c'est ça. Voilà, il les empile. Donc, il en a un paquet maintenant, 10 secondes. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la FIA. Alors, toi, tu me dis qu'il va y en avoir. Je sais pas, Snoopy peut-être aussi. Mais attendez, je croyais qu'on n'avait plus le droit de dire de gros mots. On est voilà, d'accord. C'est pour ça que je comprends pas. Stupid idiot, c'est tout à fait correct. Non, c'est pas tout à fait correct de la part d'un champion. C'est pas facile. Stupide idiot. C'est pas facile. S'il doit faire des travaux d'intérêt général à Kigali, à mon avis, il veut pas acheter une maison parce qu'il va y rester un moment à Kigali. Non, mais j'y arrive. Alors, donc, je pense que la FIA, pour l'instant, alors, peut-être que demain, boum, la sanction va tomber. Mais je crois qu'ils ont tellement peur qu'ils ne viennent pas à la distribution des prix au Rwanda. Eh oui. Faire ces travaux d'intérêt général, payer, il s'en fout, $100 000 d'amende. Et donc, je pense qu'ils le soignent. Voilà. Ah, c'est possible. Parce que là, honnêtement, il y a eu un manque de jugement. Il a pris un excellent départ. Hein. Mais là, il vient quand même faire un attentat sur Piastri, quoi. Ouais, un attentat. Alors, ma dernière déception, c'est les limites de piste. Oula. Où je suis obligé de dire que mon copain Franck Montagny a dit la vérité. Il y en a assez de ces gars qui savent pas analyser. Ce matin, Snoopy m'a envoyé par son téléphone. Ah bah lui, ça me. Là, il est à peine plus large. Sur son téléphone, il y avait ça. Il y en a un qui prend un pain, ça, l'autre ne le prend pas. Donc, il faut mettre une intelligence artificielle. Alors, soit ça, moi je voulais te solliciter aussi, comme on a vu au Qatar, comme on a vu en Autriche, pourquoi pas mettre des petites bandes de gravier à l'extérieur du vibreur? Ça, je suis d'accord avec ça, bien entendu, ça c'est la meilleure solution, pour éviter que... Mais en attendant, s'il y a des problèmes de limite de piste, et là il y en a eu à nouveau, c'est difficile. L'intelligence artificielle, elle peut le faire maintenant. Alors Alessandro, je veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais toi, les limites de piste quand t'es dans la voiture, tu vois ça facilement ou pas en préca ou... C'est vrai que c'est très compliqué en fait, de voir une ligne blanche, c'est pas forcément là on regarde des fois. On sent pas, la ligne blanche, on sent pas si on est dedans ou pas. Vrai. Moi je sais qu'en préca, on utilise les vibreurs comme track limit et c'est vraiment pas mal, parce qu'en fait on sent au volant quand on est sur le vibreur ou pas. Oui. Et donc quand t'es pas dedans, t'es en track limit et voilà, c'est fait. Les lignes blanches, je trouve qu'en F1, c'est vachement compliqué. De les voir, surtout qu'on a super bien dans la voiture, enfin assez dur. Moi je suis plus pour mettre de l'herbe ou des graviers comme à l'époque, quoi. Au moins juste derrière le vibreur, quoi. Oui, ou direct. Complètement. Attends, tu voudrais qu'on... Ah oui, à l'ancienne. Moi, je voudrais avoir ton avis, Jean-Marc, parce que on a vu, et c'est rare, des tours qui ont été finalement réattribués. Pérez notamment, on a eu Piastri aussi, et puis Charles Leclerc trop large. C'est dans un ensemble de pénalités qui tombent de plus en plus, et malheureusement on le voit en moto aussi, ça devient la catastrophe en moto aussi. Sur les bandes vertes. Et ça devient grotesque à un moment donné. La photo qu'on s'est partagée ce matin, les deux voitures sont dans la même position, ça se joue à un pixel, un pixel, mais elles sont toutes les deux en dehors de la piste. Donc pourquoi Pérez on l'a réintégré? Alors, d'après ce que je peux comprendre, c'est que la roue, en fait, a toujours un lien avec la bande blanche, tandis que Leclerc est trop large et on voit du bleu. Absolument pas. Non, je te promets. La photo, elle c'est vrai. Elle est flagrante. Ah bon, mince. Absolument flagrante. Non, non, mais ils ont décidé de quelqu'un qui devait fumer une cigarette. Non, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, je répète, il faut vraiment mettre des caméras pour l'intelligence artificielle, voilà, point. Et des bacs, c'est vrai. Voilà. Et les bacs à gravier ou l'herbe, je suis d'accord avec notre invité, ou l'herbe, l'herbe, on fait des choses aussi, on va loin. À Spa-Francorchamps, ils ont mis en place, alors pas sur tous les virages, mais justement des caméras qui instantanément envoient des photos quand il y a track limit. Et on fait marcher l'AI, l'Artificial Intelligence. Voilà. Ouais, pas bête. Mais c'est un débat qui est fou. Alors moi, je trouve quand même que sur les pénalités, je voudrais quand même te solliciter là-dessus, il y a un petit peu plus de constance. Je sais pas, depuis qu'il n'y a plus de Nitzvitich,
J'ai l'impression, mais je ne sais pas. Mais ça tombe à coup de 10 secondes. Ça, alors, c'est clair. alors, ils sont passés de l'autre côté. Alors, bien sûr que c'est mon copain Warwick qui était, puis le Marshall Driver. Oui, alors lui, on sait très bien qu'il est extrêmement sévère. Enfin, là, ça tombe à coup de 10 secondes. Sauf pour, voyons voir, c'était Verstappen qui avait, au dernier sprint, il y avait une passe de pénalité. Ah oui, ouais, ça, pour avoir gêné Russell dans un tour qui n'est pas rapide. N'importe quoi. On est d'accord. Enfin, Un n'importe tour quoi. lent. Voilà. J'ai jamais vu cette pénalité, franchement. Tu feras gaffe, Alessandro, quand t'es dans un tour lent. Idiote. Non, mais on n'a pas le droit de dire ça. Non, c'est compliqué. C'est vrai que voilà la photo. Alors, Alors la en haut, fameuse photo, voilà. ah, moi je vois un peu plus de bleu sur la photo du haut, mais bon, c'est pas grand chose. Hein. Bon, un peu plus de bleu. Non, mais bon, ils sont tous hors limite. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Bon, enfin, franchement. Et puis, est-ce que vraiment, Alessandro, on gagne du temps là, tu crois à ce point-là Tu sors large. Non, je pense pas. Non. Non, mais après, la règle, c'est la règle. Voilà, Oui, c'est c'est ça. pas question de C'est savoir ça, c'est si tu ça, gagnes bien ou sûr, tu bien perds. sûr, Mais bien sûr. là, si quelqu'un peut me dire qu'il y en a un qui mérite d'être reclassé sur la grille et pas l'autre, Ouais, ok. j'avoue que j'ai du mal. Là. J'ai du mal. C'est vrai que. Intéressante aussi, photo. t'as du mal. Intéressante photo. Ah ça, c'est sûr que la photo au moins elle laisse pas de doute Intéressant. planer sur le fait que les deux soient larges. Bon, parlons quand même positivement d'une équipe française. Ah, française. Un petit cocorico pour Alpine. Quand même. 6e au championnat grâce à Gasly et Ocon. Oui. Et tous les deux. Avec pourtant un moteur de fucking engine, I mean. You understand what I mean? Voilà, un moteur de merde. Je sais pas. Tu crois que le moteur était un problème? Moi, j'ai pas l'impression que ce moteur non. Renault était pas bien. Mais non, mais le Grand Prix des Pays-Bas, Ah oui. tu vois la sortie des bankings où tu es comme ça, et que l'accélération que Gasly mettait, non, il marche très bien ce moteur. Ben voilà. Voilà. Et alors, pourquoi on leur ferait pas confiance pour un moteur 2026? Donc voilà, je pense que ça me fait rire jaune parce que l'Alpine Mercedes, je la vois pas du tout. Très franchement, quand on est constructeur automobile, qu'on a une équipe de course, bah pourquoi pas une Renault Mercedes pendant qu'on y est en fait. Tout ça, ça s'est évaporé dans les limbes. Oui, mais malheureusement, je dirais que le côté économique a peut-être voilà, Eh bien, pris le pas. J'en suis pas tellement sûr, je voudrais écouter Alors puis sur attention. le côté économique. Quand tu payes un moteur 17 millions, tu ne peux pas que 17 millions sur la table. Ah, ça c'est vrai. Oui, moi je suis d'accord. Quand on voit la bagarre de Gasly avec les Ferrari sur 2 Grands Prix de suite, Oui, bien sûr. ce moteur qui a été décrié comme le responsable des mauvaises performances des Alpines, ben là, depuis qu'ils ont de l'aéro, ou des liaisons au sol, ou les deux, je ne sais pas, en tout cas, la voiture, elle est capable de se battre pour les premières places. Et après, quand on nous dit que l'allocation d'un moteur à 17 millions, les constructeurs sont des sponsors, donc, parce que 17 millions par saison, c'est rien. Non, Et chez Renault, on dit ça coûte 190 000. Le budget de Renault, 190 millions. Oui, parce qu'il faut développer le moteur, Bien parce qu'il faut sûr. faire des essais sur le banc. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais ces garçons, ces femmes qui bossent à Viry, ils ont fait ce moteur qui, somme toute, finalement, marche très bien. On est d'accord. Et comme dit Jean-Louis, pourquoi pas leur laisser l'opportunité de le montrer? Peut-être que le budget moteur, ça va être le budget Briator. Oui, ça c'est possible. ça. Et les contrats cassés pour les uns ou pour les autres. Non, je suis très triste pour les gens de Viry, on en connaît tous, des anciens de l'équipe F1. Il y a eu des mécaniciens moto d'ailleurs qui ont fait partie des motoristes de Formule 1. Et je trouve ça très, très, très dommage. Et puis ça, Alpine, Mercedes, il n'y a aucune logique. Ben, on y reviendra. À Cadillac et puis. Non, mais on y reviendra. C'est peut-être aussi contrat sponsoring parce que je crois bien qu'Alpine en moto, ça va être une réalité. Il y a aussi ce côté finalement qui a fait du mal. Je trouve c'est cette relation qu'il y a eu entre Red Bull et Renault. Ça a fait beaucoup de mal, j'ai l'impression, en termes d'image, parce que Renault, finalement, avec ce moteur, a pas été en mesure de le faire fournir à d'autres équipes. Ça aurait pu être le salut. Oui, c'est possible, mais ça ne l'a pas été. Parce que, au départ, il faut se rappeler que c'est mon ami Fernando Alonso qui a dit non, mais ce moteur, c'est pas bien du tout. Ah bon? Et oui. Ah bah bravo. Non, mais on a au moins 20 chevaux de moins. Fernando, je connais, je l'ai vu débuter, je le vois encore maintenant. Puis ça s'est transformé avec les médias en 40 chevaux de moins, 50 chevaux de moins. On a vu la démonstration. Je répète les Pays-Bas, je répète ce Grand Prix. C'est vrai. Il marche ce moteur. Et même Las Vegas, Donc, ça marchait. Il y a eu Las ce qui s'est Vegas, passé. voilà. Donc bon. Ouais, bon, alors pour continuer sur le volet Alpine, donc finalement on a vu un Jack Doohan arriver en Formule 1.
au détriment d'Esteban Ocon. Je voulais avoir un tout petit mot de ta part, Oui. parce qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Alors oui, ce que je veux dire, c'est que finalement, dans tout ça, Flavio Briatore, il joue sur de velours parce que c'est très bien pour l'un et pour l'autre, finalement. À un moment donné, il faut couper. Et de toute façon, qu'est-ce que ça aurait fait de plus? Au moins, là, il peut monter dans la voiture tout de suite. Sinon, son contrat le poussait jusqu'au 1er janvier, comme Hamilton, d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, bon, ben voilà, il court pas le dernier Grand Prix. Bien sûr que c'est triste. Bien sûr qu'il aurait pu mettre les formes pour le prévenir, ou le prévenir plus en amont. Est-ce qu'on aurait pu avoir une annonce dès le Grand Prix du Qatar en disant, bon, bah, Esteban ne Voilà, pourra pas. exactement, alors que c'était déjà en route, tout ça. Donc, c'est tout. Et là, Je le regrette. c'était quand même un essai grandeur nature pour Jack Doohan, parce que mine de rien, ce qui se passe en coulisses, c'est que Paul Aron, qui est un pilote qui était anciennement chez Mercedes, intègre les rangs de Alpine. Quid de Victor Martins, par exemple? C'est quand même... Oui, mais incroyable. ça, non, mais maintenant, il faut considérer Alpine comme une équipe anglaise. D'accord. Ouais, ça, c'est fini. Viry-Châtillon, la page est fermée. Encore un an, puis ça sera terminé. Donc, il faut considérer que c'est des Anglais, entre eux, qui vont se débrouiller. C'est pour ça que c'est compliqué pour un jeune Français chez Williams. Je pense qu'avec Google, justement, ils écartent un peu ce système anglo-grand-breton. Ouais, c'est vrai. Il y a de plus en plus de pilotes qui font partie de cette Williams Academy, hein, justement. Toi, t'en fais partie depuis combien de temps, Alessandro? Moi, j'en fais partie depuis janvier l'année dernière. Et puis jusqu'à là, on verra. J'espère jusqu'à la F1. Ah bah, mais moi aussi, j'espère, effectivement. Donc, nous, tu on porteras espère. l'année prochaine les couleurs Williams en Formule 3. Exactement. Donc, on ne connaît pas encore la livrée Williams pour l'année prochaine, mais j'espère qu'elle sera belle. J'aime bien, moi, c'est le livret Junior Team. Je sais pas si ça te rappelle des souvenirs, Bien sûr, Jean-Louis. bien C'est vrai sûr, que bien sûr, le Junior Team, bien sûr. il y avait le Junior Team McLaren, justement. À l'époque, il y avait Stéphane Sarrazin en Formule 3000. Et c'était les couleurs, justement, du dernier titre de McLaren. Là, voilà, ça y est. 9e titre en Formule 1 pour McLaren. Moi, je trouve que c'est quand même une belle histoire, hein, C'est franchement. une équipe formidable, McLaren. Moi, je les ai toujours adorés. Parce que, non, c'est pas parce que Ron Dennis était un de mes copains, mais c'était vraiment. Et puis, Alain Prost, Ayrton Senna, Niki Lauda. C'est vrai, hein. Oh, tous formidables. John Watson, tous ces gars-là. Donc, c'était vraiment une équipe. C'est une équipe au top que j'adore. Progrès constant toute la saison. Toute la saison. Alors, on vient en champion du monde. Oui. Verstappen, son plus beau titre. Ah oui, Pour moi, ça, je pense aussi. son plus beau titre. Il a été tout le temps là. Tout le temps là. Les histoires les carnets roses du début de l'année. C'est vrai. Pérez qui est pas là. Ah oui, parce que là, il était tout seul, hein, chez Red Bull. Hein. Il a porté l'équipe toujours devant. Et il est en poste, il devient champion du monde pour un 4e titre. Donc je pense que c'est son plus beau titre, et de loin, parce que la Red Bull n'était pas du tout à la hauteur de la McLaren et de la Ferrari. D'ailleurs, à la fin, c'était grave. T'es inquiet pour 2025? Après, je te ressollicite sur McLaren, mais t'es inquiet pour lui pour 2025? Parce que Red Bull, ça n'a pas l'air d'être bien engagé. J'espère qu'il va les secouer. Mais Max, ça va pas durer longtemps. Hein. Il va passer peut-être même pas une année. Ça marche pas, il s'en va. Oui, parce que Donc, tiens, d'ailleurs, sa femme a annoncé sur les réseaux qu'elle était enceinte. Oui, il y a Enfin, ça sa aussi. femme, sa il y a ça compagne. aussi. Sa compagne, Kelly Piquet. Alors, je pense que c'est la fille de la 3e femme de Nelson. C'est si vous ça. pouvez, mais c'est compliqué pour moi, parce que Nelson, on l'a connu, moi je l'ai connu avec une, et puis après ça a dérapé Mais ce qui est complètement. rigolo, Pas d'attaque de ce genre. non, pas d'attaque. Pas bien. On Non, ne pas d'attaque, pas tolérera d'attaque. rien. Non, mais comme c'est un ami, ça me dérange pas. Non, mais ce qui est fou, c'est que Kelly Piquet a eu un enfant avec Daniel Kvyat. Oui, Donc là, c'est finalement... c'est ça. C'est compliqué. mais c'est 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 les feux de l'amour. Ah, j'ai bien fait de venir. C'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie, ça. D'ailleurs, il y a eu une belle image aussi, Verstappen, qui était avec sa belle-fille sur la grille de départ quelques Absolument, minutes avant. absolument, Ça, c'était beau aussi. Voilà, ça c'est assez amusant. Alors donc, McLaren, ce que je veux dire, c'est que franchement, au retour des vacances, ils ont été les grandes évolutions, je les ai notées, nouvelle suspension avant, nouvelle suspension arrière, nouveau soubassement, écope de frein modifié, et j'en passe. Et là, ils ont fait une perf. Hein. Ils étaient 4e au constructeur après le premier Grand Prix, 3e au 2e Grand Prix, 3e GB, etc. 2e après le Grand Prix de Hongrie, et puis 1er après Azerbaïdjan. Voilà, une performance vraiment remarquable. Non, mais comment Et c'est deux pilotes, possible? deux gosses, même s'il est là, c'est pas grave, deux gosses, franchement, qui se débrouillent d'une Ah façon oui, alors formidable. ça c'est vrai. Tiens, je voulais aussi te solliciter là-dessus. Quand t'as un Piastri qui a gagné Formule 3, Formule 2, même la Freca, enfin Formule Renault à l'époque, consécutivement, c'est sûr que t'as un talent. Norris aussi, même si cette année il a pas toujours été au rendez-vous. Comment t'expliques? Non mais attends, McLaren en 2023 ils sont nulle part. Oui. Et là ils sont champions. Oui, ben c'est ça. Mais je pense que c'est l'accord suspension-soubassement qui les a fait bredouiller pendant un certain nombre de courses. Et je connais bien Andrea Stella quand il était chez Ferrari.
lui, de temps en temps, il tape des coups de poing sur la table. Ah oui. Oui, c'est un nerveux. Et Juste- donc, pardon. Non, juste pour dire, Andrea Stella, quand même, il a apporté à Ferrari le titre en 2008. Oui. Et en 2024, il a Oui, apporté là, le titre à c'est pour McLaren. ça, d'ailleurs, qu'il est allé chez McLaren, voilà. Et il voulait s'intégrer vraiment, puisque c'est un de nos copains, Eric Boulier, qui l'a fait rentrer chez McLaren, puisqu'il voulait rentrer chez McLaren, ok. Et il s'est occupé de la maison, de l'école des enfants, etc. Il voulait vraiment s'intégrer. Ah Il oui. faisait pas des voyages aller-retour. Et donc, ça, c'est intéressant aussi dans la personnalité d'Andrea Stella, qui est un type sobre, qui dit pas grand-chose. On le voit très peu, on le voit un peu plus maintenant, mais qui est vraiment le type calme par excellence et avec le cerveau qu'il faut. C'est dingue. Et ben, on aimerait que Williams fasse pareil, hein, Alessandro, renaître un peu pas de ses cendres, mais c'est vrai que Jean-Marc, quand on voit le retour de McLaren qu'on n'attendait plus vraiment, ils sont passés par des moments noirs avec le moteur Honda Et 2014. oui, c'est très compliqué à ce niveau-là, la technique. Je pense que il doit savoir ce que c'est que tous ces débriefings, ces datas à regarder, Oui. tout ça. Mais on peut le rapprocher d'Alpine. Oui, absolument. Le moteur est le même, puisqu'ils sont figés. C'est donc la voiture, le châssis, l'aéro, tout ça qui a bien évolué. Absolument. Et voilà, tout est lié à l'aéro. Et question, pourquoi être revenu à ces wing cars qui donnent tant d'importance à l'aéro et qui font que... Parce que n'oublions pas quand même que sur la grille, les écarts entre le premier et le dernier, sur les derniers Grands Prix, il n'y a C'est rien. même pas une seconde. C'était rien. Ouais. C'était rien du tout. C'était rien du tout. Voilà. Et ma dernière réflexion, Oui. les points. bah oui. 666 pour McLaren, 652 pour Ferrari, 14 points d'écart au final, après 24 Grands Prix. Et puis... Ils sont revenus d'ailleurs parce qu'ils voilà. avaient 21 points de retard. Tu vois, on disait que c'était pas Absolument. possible. Absolument. Ils sont pas passés loin de la catastrophe, McLaren. Et puis pour vous rappeler ce que j'ai vu pendant 40 ans dans les Grands Prix, c'est-à-dire McLaren et Ferrari, se regardant, et on n'est pas avec les limonadiers. J'espère que t'es pas pilote Red Bull. Ah non, Voilà, non. voilà, c'est Notre fini. La Williams. saison est finie pour moi. Oh là là, déjà, ouais, beaucoup d'émotions. Peut-être de l'émotion aussi pour Bernie Ecclestone, c'est une petite info comme ça. Il va vendre sa collection, ça, 69 alors, voitures. Alors, je raconte, j'ai le temps. Oui, bon, vas-y, J'ai on le temps. prend Alors, le temps. L'histoire, oui, d'abord, Rémi, il peut pas parler. Ouais, déjà, Euh, on est tranquille. et on a une star, une future star. Non, alors donc, cette collection, elle a été faite par un personnage, je ne citerai pas, un gros industriel, qui, un beau jour, qui adorait les Ferrari, il avait, etc. J'ai même fait des Tours de France avec lui. Il roulait en GTO 64, 250 GTO 64, ça fait une des petites possessions. Ça. Pas mal. Bref, il avait que des Ferrari, etc. Et il a bu la tasse, ça arrive. Ah, Un personnage pas très amusant. Il s'était fait faire un bateau à Viareggio, qui est là où il y a comme à Monaco, les stars des yachts, etc. en Italie. Et Nelson Piquet, toujours le même, est arrivé et a dit, moi j'en veux un comme ça. Et il est passé devant. Et cet industriel, il était furax de ça. Oh, il est vraiment, il est mal élevé, ce Nelson Piquet. C'est rien, c'est Nelson Piquet, il a toujours été comme ça. Bref, je vais faire la bande. Il avait une très très belle collection. Il boit la tasse. Bernie quelqu'un rachète. rachète la collection et se sépare de tout ce qui n'est pas Formule 1. Ah, C'est d'accord. pour ça qu'il y a des GTO qui sont partis, des 64, une 62, etc. Par contre, ça manque de bleu, moi je trouve ça manque d'équipe il a gardé française. que les Ferrari. Et Ah oui. dernière précision, il avait un très beau chalet qu'il a toujours, Hackstatt. Et voilà, il a fait surélevé pour mettre les voitures dessous. Ça, Ah ouais. voilà, il y a une bleue. Et on parle d'une valeur de combien 61 millions d'euros. Ça ira plus haut. Ah oui, Je pense que ça ira plus haut. Parce que là, ça va se vendre aux Surtout enchères. avec ce genre de Ferrari. Alors, je ne parle pas des Schumacher et là-bas, derrière, et des voitures qui démarrent avec le frigorifique, le cialytique, les deux pompes, les machins, etc. Mais ces machines-là, elles démarrent au démarreur Ah oui, c'est vrai. ou à la manivelle. Et ça, c'est très important pour les collectionneurs. Parce qu'on appuie sur le bouton et ça démarre avec Et un c'est vrai vrai. démarreur. Voilà. Donc, c'est une collection absolument magnifique. Ah là là, on voulait en parler, ça donne envie. Franchement, j'ai la même, mais en 1,43e. Thank you, Toys, voilà. Tiki Toys, Très voilà. belle voiture, très belle On va parler rapidement de série Formule 2, d'ailleurs, parce que Alors. on a la chance d'avoir Alessandro qui roulera en Formule 3 l'année prochaine, pas la semaine prochaine. Et cette semaine, les pilotes de Formule 2 ont l'habitude aussi de pouvoir rouler. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jean-Louis, de cette finale entre Bortoleto qui ira en Formule 1 et Isaac Hadjar qui devrait aller en Formule 1? Qui devrait, oui, c'est pas mal. Tandis que Bartoletto, c'est fait. C'est fait. Et je rappelle que son manager est
Un certain Fernando Alonso, Alonso, voilà. je crois. Qui est quand même notre vieux à tous maintenant et qui a quand même encore un certain nombre de poids et de pas à faire dans le paddock, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça a été un beau duel. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes là? Je suis un peu et Victor Martins et Isaac Adjar, je sais pas, j'attends les maintenant On attend de savoir si Sergio Pérez va continuer chez Red Bull. Oui, bien sûr, mais ça S'il ne continue pas, ça peut être bon pour Isaac. On verra. Donc voilà. La saison de Formule 2, tu l'as suivi un petit peu. Formule 3 aussi, j'imagine, mais même si tu étais dans ta saison de Freca. Mais Alessandro, tu as eu un petit œil quand même là-dessus? Ah, bien sûr, j'ai tout suivi. Hein. Même quand j'étais en meeting, je le suivais. Ah ouais. Ouais, pour le titre, dommage pour Isaac. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de matchs dans cette saison. Ouais. Après les deux, pas mal de faits qui ont perdu. Bortoleto qui gagne à Monza en portant la dernière place. Ouais, voilà, la dernière place, c'est un truc de fou. Mais bon, je pense pas que ça va trop changer sa carrière pour la suite pour Isaac, donc j'espère que maintenant il va annoncer vite et monter dans la F1 pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Alors ce qui est intéressant, et on pense que le timing est bon, mais il y a 4 pilotes quand même de Formule 2 qui vont passer l'année prochaine en F1. C'est vrai que là, c'est quand même pas mal, ça donne de l'espoir. Au minimum. Bien sûr. Oui, c'est un peu la règle. C'était moins le cas ces dernières années. Oui, non, mais c'était moins le cas, justement. C'est vrai que c'est un peu la règle. C'est bien que ces jeunes arrivent. D'ailleurs, la séance du vendredi matin à Abu Dhabi, mais qui c'est ce Browning? Il fait partie de la Williams Academy. Complètement. Non, c'est bien. Voilà, les jeunes arrivent. Donc Bortoleto, champion, comme Piastri, hein, champion F3, champion F2, F1. Ouais. Donc attention à Bortoleto. Moi, j'en attendais pas grand-chose en F3. Puis en fait, quand il a fait sa saison où il a tout géré, puis cette année encore où il a été à l'aise, vraiment bravo. Et puis là, on voit Dirksen qui a gagné la dernière course en date. Voilà, donc les jeunes, qui lui vient de la Freca directement en F2, comme Antonelli, il a quand même fait de belles choses. Voilà, c'est encourageant. Tu as passé le message là, si tu peux dès la F3, 2 courses, et puis après, tu vas. Voilà, hein, passe le message comme ça. Je rappelle que quand même Alain Prost a fait juste une course de F2. Il est passé en F1, de la F3 à la F1. Voilà, ascension est claire. Bon, c'en est tout pour cette page monoplace. On reviendra évidemment sur ta carrière dans un instant, Alessandro, mais on va parler moto. On va essayer d'écouter Rémi nous parler moto. Alors, est-ce que tu as suffisamment de voix, Rémi? On va essayer, il y a Snoopy de toute façon. Bon, alors, l'aéro, on en a parlé en Formule 1. Est-ce que ça devient pas un petit délire aussi en moto? Là, on voulait en parler, c'est trop. C'est n'importe quoi, on copie la Formule 1, là. Mais depuis de nombreuses années, les Grands Prix moto singent la Formule 1. Pour plein de choses. Et là, l'aéro, avec Jean-Louis, on connaît certaines choses. Quand on roulait au Paul Ricard avec des 750 Yamaha qui étaient des compés clients, on prenait 300 dans le bout droit. Il n'y avait pas d'aéro, il y avait des pneus arrière qui étaient ceux des Moto 3 aujourd'hui. Et ça roulait. Donc, rappelons-nous, MV, ils ont fait 2 petits ailerons à l'avant avec filerie, tout ça. Mais franchement, aujourd'hui, entre l'aéro, la moto qui monte et qui descend, les ci, les ça, je pense que là, sachant qu'en plus, la haute technologie d'une moto GP, comme on n'a pas droit au système pneumatique, électronique ou quoi pour la hauteur de la moto, ce sont des câbles qu'on change tous les 600 km dans une certaine marque. Est-ce que franchement, moi, bon, alors on va nous dire que on va à l'encontre de l'évolution. Je vois ça sur les réseaux sociaux. On se gargarise de prendre 360 à Mugello. Stoner, il n'en veut pas. Bien sûr, parce que bon, faisons rouler tous les pilotes d'aujourd'hui. On va pas être passéiste, mais sur des 500 de temps. Il n'y a plus assez de pilotes pour la grille. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il faut donner, comme en auto, il faut donner d'abord la primauté aux pilotes. Oui, je pense. Ouais, voilà. Effectivement. Après les départs, la moto descend, elle touche par terre. Du coup, on arrive avec des pelotons hyper groupés en bas, alors qu'avant, on cabrait un peu, c'était pas aussi facile. Et là, tout le monde arrive en groupe, c'est hyper dangereux. C'est vrai. Moi, je crois pas. On regarde les commentaires. Si on n'a pas la vitesse affichée des motos, si on nous le dit pas, comment on voit la différence entre une moto qui roule à 300 ou à 360? Ça change rien. Ouais. On avait l'habitude de dire à l'époque, tu mets Lawson, René, Schwanz sur des 125, il y aura des bastons pas possibles. Mais c'est clair. Ah bah ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Les meilleures courses, c'est la baston. C'est pas être passéiste, mais je crois qu'on a dépassé les bornes, quoi. Ces pilotes sont au top, hein. On parlait des écarts de grille en Formule 1, mais en MotoGP, mais c'est clair. les écarts sont infimes.
Donc, c'est le top des pilotes. Ça fait pas l'ombre d'un Oui, doute. mais comment on peut suivre l'exemple de la Formule 1 avec ces histoires d'aéro alors qu'on sait très bien que le spectacle en MotoGP est bien mieux? J'arrive pas à comprendre. Et puis, La Dorna a toujours copié. Ils sont oui. Omnubilés par la F1. Omnubilés par Et la puis F1. les coûts. Eh ouais. En ce moment, on parle beaucoup de problèmes d'argent dans les écuries de MotoGP, dans une écurie de MotoGP. Oui, Orange. Mais tout est comme ça. Ils ont des boîtes seamless qui coûtent, mais une somme folle, qui ont une durée de vie minimum. Tout le monde les a. Moi, j'ai essayé de demander à quelques ingés combien ils chiffraient le temps gagné avec la boîte seamless. En millisecondes. Par changement de rapport, Oui. mais quoi qu'il en soit. Mais si tout le monde les a, on peut les enlever. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, je suis entièrement d'accord. oui, C'est vrai oui. que. J'ai eu la chance de connaître une autre époque où les privés, ils roulaient avec la même moto, tous les 250, 350 Yamaha TZ. On se passait des pistons, on se passait des vilebrequins, et c'était le meilleur. C'était bien souvent des anglo-saxons, faut pas l'oublier. Puis il y a une époque française. Olivier Jacques était sur une privée au début. Voilà, mais et connu puis aussi, Saron, Fernandez, Espier, Jacques Boll, Laconi, tout ça. Donc on peut faire des courses, comme tu le disais, le spectacle en moto, il est là. D'ailleurs, on se trompe pas, les pilotes de Formule 1 regardent les grands prix moto. Tous. Oui, alors, tous. Et il y a même un champion du monde qui adore les motos. Ouais, oui, ouais, c'est ouais, vrai. bien Est-ce que sûr. tu regardes les courses moto? Ouais, je regarde beaucoup. J'aime bien. Le spectacle est assez bien par rapport à la F1 des fois. Et puis le championnat cette année a été assez, Ultra serré, ouais. voilà, ultra serré. Et en plus, j'étais pour Martine, moi. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi. Oh là là, voilà. Ah oui, Voilà, j'aime bien. C'est une écurie privée. J'aime bien qu'il y ait du changement aussi. Donc le voir battre Bagnaia aussi, ça m'a plu. Ah, pas mal, pas mal. Eh ben tiens, justement, il est bien, il me fait la transition. Voilà. On parlait du titre de Jorge Martin, c'était la remise de prix FIM, là. Voilà, c'est ça. Et en fait, il évolue de pas grand-chose, notamment sur le plan financier. Oui, ce qui est génial en plus, c'est que Jorge, il est parti de rien. C'était une famille qui avait pas d'argent. Ils se sont débrouillés. L'oncle, la grand-mère, tout le monde a mis de sa poche. Ah ouais. Il a réussi. Et il est 10 ans avant son premier titre, il rentre dans la Rookies Cup de chez KTM. Bravo entre autres à Peter Clifford, l'ancien pilote Exact. et team manager, qui a monté un beau truc. De Laconi et McCoy. Et voilà, de Laconi et McCoy à l'époque. Et d'ailleurs, on peut se poser des questions sur l'avenir de cette formule de promotion, mais qui a sorti énormément de pilotes. Ah ben Johan Zarco en sort, il y en a plein. Plein. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, sa carrière aurait peut-être mal tourné parce qu'il n'aurait pas eu les moyens financiers. Eh oui. Mais il a été aidé par Espargaro, le grand frère, qui l'hébergeait, qui était un grand frère, quoi. Et il a pu, et ça donne une belle image. Ils sont bagarrés avec Bagnaia. Comme Love a fait avec Florian. Voilà. Florian Marino, quand il est arrivé en Angleterre, d'ailleurs. Voilà. Et ils étaient avec Bagnaia, ils couchaient dans la même camionnette, tous les deux. C'est beau l'histoire, quoi. dingue. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Et ce garçon, avec les difficultés qu'il a pu avoir, parce que ça n'a pas toujours été simple, mais un titre en Moto 3. Et puis après, il a progressé. Et puis voilà, arrivé au titre de champion du monde, comme le disait notre invité, c'est top, quoi. C'est un team privé des motos d'usine, mais bon, il s'est battu. Et il faut remercier Ducati de lui avoir laissé les mêmes motos. Oui, parce qu'à un moment, on en doutait, justement. Mais non, il y a bien eu la même moto, Voilà. il y a bien eu tout ce qu'il fallait. Il y a un pilote français de Formule 1 qui aurait bien aimé avoir la même moto que son coéquipier. Ah non, la même voiture. la même voiture. Et donc, non, c'est une très très belle histoire, Jorge Martin. C'est une très très belle histoire. Voilà, Moi, voilà. On est content. C'est un truc vraiment sympa et voilà, quoi. Oui, mais alors, est-ce que tu penses que c'était une erreur Ducati de privilégier plutôt Marc Marquez pour l'année prochaine plutôt que lui? Alors là, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a un fan ultra de Marquez et moi qui suis moins fan pour d'autres raisons que le pilote lui-même. D'accord. Mais on l'a connu dans le passé. En rallye, attention, notamment. ou en automobile même, en rallye, en Formule 1, tout ça. Si demain Marquez gagne beaucoup, c'est Marquez qui va gagner. C'est plus Ducati. Complètement. Ah oui, donc il est plus Oui, fort. complètement. Plus C'est fort. pour ça que de temps en temps, les constructeurs font la même chose en F1. Attention, si c'est là, c'est lui qui va gagner, et pas nous.
Et de temps en temps, il y a des ruptures. C'est un peu ce qui va se passer chez Ferrari, je pense, en Formule 1, si Lewis Hamilton gagne. Ah oui, ça. Non, mais c'est un peu ça. Non, je les retrouve, je les avais perdus. Les points en Formule 1, vous savez que c'est ce qui distribue les primes, ok. Ouais. Mais je vais vous donner quand même le tarif de McLaren pour la licence de pilote de écurie de F1 pour l'an prochain. Ils vont payer 6 115 000 $, la licence, 6 millions. Ferrari va payer 5 100 000 et Red Bull va payer 4 600 000. Et par contre, Et Ferrari Frank Williams aura va plus. payer 795 786 $. Voilà. Ça va pouvoir payer le salaire d'Alessandro. C'est sur Motorsport que c'était plus difficile. Non, et surtout, ils auront plus de souffleries finalement, Red Bull et Ferrari. Absolument. Bon, voilà. Les souffleries, justement, on en parlait en moto. Bon, On parle plus c'est d'argent. Bon, on parle plus d'argent. En tout cas, Jorge Martin ne sera pas chez Ducati et donc va amener le numéro 1 chez Aprilia. Oui, encore que maintenant, les numéros 1, c'est fini. Oui, tu crois qu'ils vont pas depuis Rossi. Bagnaia l'avait pris, non, le numéro 1. Non, mais il avait notre ami australien dont nous parlions tout à l'heure, Ah oui, il a le pris le Stoner. numéro 1, Stoner. Ouais. Et avec Rossi, c'est terminé, il veut que le 46. Aujourd'hui, le fait de porter le numéro 1 n'a plus la valeur que les pilotes Non, c'est accordaient vrai, avant. c'est vrai, Oui. c'est vrai. Fini. C'est fini. Même en F1, c'est Ouais. pareil. Hamilton, le numéro 44. De toute sa carrière, 44. Oui. Bon. Donc, oui, il va partir chez Aprilia. Ils vont pas le forcer à mettre le numéro 1 chez Aprilia. Ça, après, peut-être. Mais bon, ça, c'est. Mais je pense que c'est bien pour Aprilia Ils parce seront que. pas longtemps numéro 1. C'est bien pour Aprilia parce qu'ils ont besoin d'un top pilote. Il faudrait 2 pilotes top comme le permettait Ducati où ils avaient des top pilotes. L'année Là- prochaine, ça va chez Aprilia, non Martin et il y a qui Bastianini, non Non, Bezzecchi. Oui, Je sais oui. même plus, donc, Non, mais qui c'est qui est chez Aprilia, je sais même plus. l'Aprilia, elle n'était pas performante en permanence comme la KTM. Ah oui. Voilà, il manquait de. Alors peut-être que le pilote va amener plus d'idées pour le développement. Il a été quand même pendant des années sur une Ducati d'usine. Il sait comment ça marche. Il va amener des choses à Aprilia. Je Puis pense que ça va être Aprilia bien. pourrait être devant KTM quand même. Ah oui, ça. Eh oui, c'est parce possible. que KTM, en dehors de la fâcheuse posture financière, mais on voit cette année, ils n'ont jamais été là en permanence. Non, c'est vrai, c'est même frustrant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai pour Voilà. tous les jeunes pilotes qui sortent de Acosta fait l'académie. des coups d'éclat. C'est le Alors, seul qui a vraiment. Non, Binder aussi, on les voit tous lui les en deux. veut parce qu'il chute, oui, mais enfin, c'est plus facile de ralentir un cheval de course Oui, que faire Est-ce avancer un qu'avec une âne. Ducati, il aurait gagné un Grand Prix cette année selon Ah. toi? Peut-être plus. Je pense, ouais, je peut-être. pense. Même s'il lui manque un peu d'expérience. Je voudrais que la régie nous laisse cette photo Oui. parce que je pense aux Américains qui vont acheter le MotoGP et qui veulent qu'il y ait des conversations radio comme il y aura un Formule 1. Alors je les vois bien répondre les deux là au Mais là, ils team se parlent, là, manager, actuellement. au team manager. Ah non mais attention, fais gaffe à ton pneu avant, un truc comme ça. Je les vois bien tous les deux là. Je referme la parenthèse. Ouais, non, c'est vrai. Pecco a même dit là qu'il était prêt d'accepter des amendes s'il le fallait pour pas utiliser le matériel. Ah ouais. Ah, Ouais, pas non. utiliser la radio. Ah oui, comme quoi. Moi tu veux pas. Mais non, tu peux pas parler, mais oui. Non, puis en plus, il y a un problème de concentration pour les pilotes moto qui Ouais, est non, mais- plus exacerbé que pour un pilote Évidemment, moto. évidemment. Parce qu'il y a quand même, surtout maintenant, alors entre toi tu connais pas, mais maintenant, à la sortie d'une courbe, il descend de l'arrière de la moto pour pouvoir avoir plus de traction. Donc après, il faut, avec un bouton, ramener la moto droite, il faut freiner, il faut faire ci, il faut faire Eh machin. ben, attends. Et au bout d'un moment... Il va connaître Alessandro, pas tout de suite, mais tu auras à gérer l'énergie, la recharge, le machin, etc. Ça, tu Oui, t'y ça, prépares ça, c'est déjà pire que tout, ça. Ça c'est autre chose. ou pas? Bon, pas forcément. Ah, t'as le DRS, non, même pas, t'as même pas de si, DRS. Si, le DRS, il y est. Sur la F3, bon, on a le DRS, on a la brake bias qu'on gère un peu en qualif pour chauffer plus les pneus avant que les pneus arrière. Mais c'est à peu près globalement ce qu'on touche, hein, donc c'est assez vague par rapport à la moto ou à la F1. Et la radio, alors t'en as aussi? La radio, oui, on l'a je l'ai depuis l'Africa, et moi je trouve que c'est un bon outil pour de la monoplace. Après pour de la moto, Ouais. Par contre, faut qu'on te parle au bon moment parce que c'était dans un virage. bah, c'est ça. Et après bien sûr, ils parlent forcément dans la ligne droite, mais moi je trouve que c'est un bon outil en tout cas. Ok. Bah, pour les motards, moi je suis un peu. Ouais, Voilà, mais plus après, circonspect. en auto, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les pleurnicheries à la radio, ça c'est... Ah, mais là, il y aura très pas ça à désagréable. moto, hein, je pense. Mais en moto, Pas le temps. déjà, il y a le tableau de bord qui C'est vrai. donne des informations. Bon, et encore, moi, je serais curieux de savoir si ce
ce qu'on voit sur le Oui, c'est tableau de vraiment bord, ce qui est donné. ce qu'on voit à la télé, parce que j'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Parce que je crois qu'un pilote, on lui passe pas ça. Hein. Moi, j'ai passé des panneaux pendant des décennies, c'était Oui. succinct et ça allait bien. Ça a marché. Bah oui, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Bon, parlons quand même d'un sujet qui fâche. Chez KTM, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Je te laisse présenter ce qui se passe et après j'explique ce que m'a dit Florian Ferracci. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un constructeur qui a des problèmes financiers. Ouais. Ok. Pourtant, il rachetait tout le monde. Alors, c'est la question que s'on pose. Ah, La folie des grandeurs. c'est si on va à l'extrême, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que D'accord. le bœuf. Mais quand on voit que surtout c'est le delta, c'est qu'il y a encore un an, c'était une société majeure de l'économie autrichienne, et l'année suivante, ils ont presque 3 milliards de déficit. C'est pas possible. Au point que le ministre de l'économie autrichien s'en mêle en demandant des comptes, entre Ah, guillemets. vraiment? Ah oui, on en est là. Ah oui. Voilà, Oui. c'est compliqué, c'est très compliqué. Colossal. Mais le dernier Il a déclaré qu'il voulait devenir le premier constructeur mondial, ils sont devenus fous. C'est qui? Voilà. C'est Pireur, c'est ça? Hein? Voilà, Stéphane Pireur qui a sauvé KTM, faut pas l'oublier. Je travaillais moi chez KTM à l'époque où Pireur est arrivé, avec 2 autres associés qui ont depuis quitté. Quitter le navire, ouais. Voilà. Mais s'il n'avait pas été là avec ses associés, KTM n'existerait plus. C'est vrai. Mais ils ont gagné pas l'oublier. beaucoup de courses aussi, en cross notamment, en KTM. Ah, ils sont mais- là. En tout terrain. En tout terrain. terrain. Le Dakar. Regardez, cette année au Dakar, il y a 3 pilotes. Avant, il y avait des pilotes officiels, plus des pilotes B, C. Il y avait toutes les équipes. Mais je Ils me ont souviens racheté. d'une conférence de presse en Autriche. Et ça me revient maintenant. La façon dont ils parlaient, tu sentais, si on avait décrypté plus qu'ils voulaient devenir le numéro 1 mondial à la place de Honda, ils ont eu la folie. Mais ils ont eu des résultats extraordinaires. Quand Mais oui. on voit d'où est parti Pireur quand il a racheté KTM, Bien sûr. il a remonté un empire. Moi, j'ai connu KTM, on était dans un hangar avec des champignons à gaz en préparation du Dakar et en Autriche. Je peux vous dire qu'il fait il fait pas chaud. Aujourd'hui, on voit l'usine KTM, mais c'est l'enfer. C'est extraordinaire. Mais ils ont racheté donc Gaz, ils ont racheté Husqvarna. Ouais. Avant, ils avaient racheté Usaberg. Et en dernière en date, MV. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? MV, MV Agusta, Agusta. Eh oui. Voilà. Et les résultats en enduro, en cross, en rallye tout-terrain, Ça a pratiquement partout gagné, même en MotoGP, quelques courses. quelques courses, mais ils ont fait cette formule de promotion qui est géniale et qui a sorti C'est Jorge vrai. Martin. Mais il y a aussi, il y avait écurie officielle, ils ont des moteurs de Moto 3. Ils ont une écurie en Moto 2. C'est vrai. Ils ont quand même été, voilà, la grenouille qui veut se faire aussi gros. Et là, que- qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi? C'est les marchés financiers qui fonctionnent plus? Parce que ça n'a pas vraiment changé. Je veux Bah, dire, en ils ont, piste, ça roule ils ont toujours. acheté, il y avait des vélos électriques, il y avait plus Ah oui. 20% de Oui, stock. Oui, les Pireur vélos. Mobility, ouais. Plus 20% chez les concessionnaires, alors que les autres marques, il y a les molos, ils ont Voilà, dit... il y a je connais des constructeurs. Après le Covid, il y a eu une embellie. Ok. Tout le monde a vendu des motos et certains constructeurs, donc KTM, a forcé parce qu'ils fabriquent en Inde aussi, donc, à meilleur prix. Et donc moi je connais un constructeur qui dit mais moi mes fournisseurs certains étaient les mêmes que KTM et quand il faisait ses commandes il dit mais pourquoi vous en commandez si peu? Bah parce que c'est ce qu'on pense il nous faut. Ah oui. Mais KTM ils me font plus 15, l'autre fournisseur plus 12, plus 20. Plus 20. Et oui, puis ils sont partis. Ah, d'accord. Et là, En imaginant que ça restait comme ça, quoi. on parle de dizaines de milliers, peut-être 100 000 motos de stock. Et là, on peut trouver un gars qui veut s'acheter une moto de cross ou d'enduro. Il rentre avec l'idée d'acheter une Z et il repart avec une KTM, vu les prix. Ça fait du mal à tout le marché. Le problème de KTM est énorme, mais ça rejaillit sur tous les Eh oui. constructeurs. Alors, est-ce qu'il peut pas y avoir un sauveur, un Lewis Hamilton, par exemple? Alors ça, non. Tu l'as pas vu venir, ça, Jean-Louis? Oui, si, j'ai entendu parler de ça. Mais Lewis, il sait très bien où il met les pieds, attention. Hein. Mais quel est le rapport? Enfin, pourquoi est-ce Non, qu'on mais vient parce avec que ça peut-être qu'il a dit KTM, quelque chose comme ça un jour. Mais racheter une maison de moto, pour quelle raison? En plus, s'il était comme Michael Schumacher, pensant toujours à la moto et tout, est-ce que c'était beau, etc., etc. Mais Lewis, il fait de la moto. Attends, mais Red Bull, Pour moi. c'est avec KTM, c'est pas là, il est avec Monster, il y a aucun lien, non? il y a aucun lien. Non, mais il aime la moto. Il a essayé d'accord. la Yam de Et là, on le Rossi. voit. Ouais, Oui, c'est ça. Voilà, il a essayé la Yam de Rossi, il aime ça. L'idée, c'était pas de racheter KTM, c'est de racheter l'écurie. D'accord. Puisque Oui, Pireur absolument, Mobility absolument. a bien annoncé qu'ils allaient sortir tout ce qui est service course
de la société de construction de motos. Attends, mais ça pour Acosta, pour Binder, ça va être compliqué là. Alors, Et on parle à nos copains français de Tech 3. Et voilà. Tech 3, évidemment, Alors, avec Hervé justement, Poncharal. j'ai appelé Florian Ferracci hier soir. La partie racing, c'est une autre société qu'ils ont, m'a bien dit. Donc, ils ont des contrats. Je lui dis, t'es menacé pour l'an prochain? Non, les pilotes rouleront normalement. D'accord. Ils sont allés à la fameuse usine il y a 8 jours. Ils ont des billets d'avion pour retourner en Autriche. Et surtout, là voilà l'info, ils ont les billets d'avion pour la Malaisie, pour les essais IRTA. Ils ont les billets d'avion pour le premier Grand Prix en Thaïlande. Ils ont tout ça déjà. Donc ils sont assurés de faire pas. début de saison au minimum, Ah, quoi. disons qu'en tout cas, c'est rassurant. Je les vois mal. Pour 2025, La machine arrière. normalement, la machine va rouler. Pour 2025, oui. Voilà. Ok. Après, Parce qu'on a entendu que la Dorna, donc l'organisme qui organise justement la moto, le MotoGP, voulait qu'Acosta se retrouve sur une Ducati. bon, bah, Carmelo peut avoir des idées. Après, c'est le marché, c'est tout ça. Parce que non, mais ce qui est inquiétant surtout, c'est que regardons que Ducati, c'est quand même le groupe VAG. Complètement, bien sûr. 100%. Donc, quand on voit les problèmes qu'il y a en Allemagne avec l'industrie automobile Oui, et ainsi de bien suite, sûr. qu'est-ce qui dit que le train de vie que je considère du MotoGP, que je considère comme bien trop élevé, ne va pas prendre un grand coup? Parce que Bien là, sûr. on parle de KTM pour des raisons qui sont Est-ce peut-être qu'on pas est les mêmes. remonté au niveau salaire, au niveau de ce qu'il y avait quand il y avait les cigarettiers? Ça, je sais pas, je connais pas les contrats. même pas. Mais n'empêche qu'on peut se poser la question sur l'avenir de Ducati, où sur le carénage, il y a marqué Audi. Hein. Ouais, c'est vrai. Complètement. D'ailleurs, il y aura marqué Alpine sur les Yamaha, Pramac. Ça, c'est quand même. Enfin, on a vu le copain. patron du team Pramac qui était sur la grille de départ du Qatar. Qatar, absolument. Oui, parce qu'il s'entend bien, je crois, avec Domenicali, Stefano Domenicali, il me semble. Non, et puis avec Demeo. Et puis avec Qui a des- Demeo, puis avec Et Flavio. là, il avait rendez-vous avec Toto Wolff quand on l'a vu sur la Oui. grille. Et certainement Briatore. Hein, Cela C'est dit, l'Italie. C'est l'Italie. C'est pas la première fois parce qu'il n'y avait pas Fiat sur le carénage des Yamaha avec, Oui, si, avec Lorenzo et avec Rossi. Ouais. Avec Rossi, absolument. Oui, bien sûr. Bah, C'était, oui. C'était Marlboro et Ferrari qui étaient. Donc il y a dans le l'Alpine coin. à Yamaha et l'Alpine Mercedes l'année prochaine. On va être bien. Je peux demander à notre invité s'il aime la moto. Bien sûr. T'en fais un peu ou pas du tout, ou jamais ou... Il la regarde déjà. T'as fait de la mob. T'as fait de la mob. Non, jamais fait de moto, non. Le seul truc que Scooter, j'ai un fait, c'est vélo. À vélo, c'est bien. Ça va. C'est bon. Ça peut être un peu dangereux, mais avec les contrats que t'as, je sais pas si c'est si. Non, pas forcément, non. J'ai jamais vraiment essayé. Tu regardes les courses. Voilà, c'est ça. Non, mais le vélo, c'est très bien. c'est très bien. Toutes les stars de la F1 quasiment font du vélo. Alors, donc, voilà, On a parlé de bien sûr. Piquet. Il aime bien le vélo à Monaco. et je parle d'Alain Prost qui a lui une écurie de vélo à lui tout seul. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Ah, parce que je sais qu'il est très cycliste, mais je Bien savais sûr, pas. bien sûr, bah oui, il rentre chez lui, son atelier, c'est un hangar. Voilà, avec les Alonso avait une machines. équipe de vélo aussi. Et Alonso a une équipe de vélo, C'est absolument. vrai qu'ils sont très vélo, les pilotes. Hein. Valtteri Bottas a fait un Ironman chez lui, là. Donc il y a vélo, il y a natation et course à On pied. prend date pour l'inviter au Grand Prix de France Moto. Oh bah évidemment, avec grand plaisir, tu dirais pas non. Ah bah, bien sûr que oui. Bon, ça va. Bon, je vais faire une transition parce qu'on va revenir sur ta carrière, justement, Alessandro. Je vais te remercier, Jean-Louis, parce que ça y est, il est bientôt déjà D'accord. 20h. C'est gentil comme Et toujours. je sais que tu es demandé, donc merci encore de ta participation. Dernière question, qu'est-ce qui t'accueille chez Williams? Ah, Comment ça? Ben, quand tu arrives là-bas, tu t'entends à l'académie, il y a... c'est James Walls ou pas Non. Bah, Non, ils sont sympas ou ils sont british? non, ils sont très sympas. Ah, sympas. Et puis, il n'y a pas que des British. Hein. Celui avec qui j'ai passé la saison, c'était un ingénieur français. Donc, excellent. Voilà. Parfait. Très bien, bon, bravo. Merci Jean-Louis. On va Merci. passer à l'entretien donc avec Et moi. Alessandro, l'interview donc pour conclure cette belle émission. Bon Alessandro, je veux tout savoir. Tu es né en 2006 et tu as Exactement. commencé par le karting. D'où te vient la passion? C'est toujours la question que je pose moi sur mes podcasts, etc. Mais même là aussi, ça te vient de quoi? De tes parents, la passion? Pas du tout. C'est venu déjà de Cars. J'ai commencé à regarder Cars quand j'étais petit. Je l'ai Attends, regardé. Tommy Sakadjar. Ah ouais. Énorme. J'ai dû regarder 2 fois par jour. Je regardais tout le temps. Et mon père ne voulait pas trop me mettre, parce qu'en fait, il avait un peu fait du karting amateur. D'accord. Il savait les coûts que ça engageait. Oui. Et donc, quand je suis allé en vacances, je devais avoir 9 ans, donc ça devait être en 2015. Ouais. Je suis revenu de mes vacances et j'ai vu une piste de kart, mais je l'ai harcelé toute la route. On a réussi à s'arrêter. Et puis là, c'est parti d'ici, j'ai adoré. Et puis après, on a retrouvé une piste de kart un peu proche de chez moi, donc c'était Vissou pour ceux qui connaissent. Ouais.
Et justement, là, quand j'y suis allé, j'ai croisé Isaac. Et Énorme. lui, il finissait un peu, il était déjà un peu confirmé, niveau confirmé. Et j'ai commencé là-bas, et après, c'est parti d'ici. Mais après, tu t'es même engagé dans une école de pilotage, pour apprendre les rudiments du pilotage. Exactement. En fait, c'était tous les dimanches, les premiers dimanches du mois. Donc, c'était 2 heures, de 10h à midi, je crois, de mémoire. Et j'adorais, c'était mon rendez-vous. En fait, toute la semaine, j'attendais cette école. Et puis, ouais, j'adorais. Et puis, je suis resté quand même assez longtemps. Il y en a qui restent un peu moins longtemps. Je suis resté 1 an. Parce que voilà, les coûts étaient super chers après, donc on savait pas si on allait se lancer vraiment dans le sport ou pas. Toi, tu savais que tu étais intéressé. Ah bah moi, je voulais depuis le début. Et puis après, on s'est lancé et ça s'est bien passé. Et alors, les premières compétitions en kart, c'est toi qui as demandé justement, parce que de rouler comme ça seul, on va dire, c'est sympa pour les sensations, mais de rouler en peloton, c'est autre chose. Hein. Ah, encore une autre anecdote. bien. Première fois que je suis monté dans la carte de compétition, mon mécano était le frère de Victor Martins. Mais non, Nico. Donc Nico. Donc c'est lui qui m'a un peu engagé à des courses. Donc c'était UFOLEB pour ceux qui connaissent. Et puis ça a commencé avec lui. Et après il m'a fait rencontrer un patron d'équipe de karting, donc APR. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé vraiment le karting, championnat de France, Coupe de France, des séries, enfin voilà. T'as dû rouler à Kartland, choses comme ça. Exactement, bah c'est là où j'ai fait mon premier test justement, et avec Nico. Ça devait être un moteur Subaru 4 temps. Donc c'était kiffant. Ouais. Ah, ça c'est pas mal du tout. Et puis après, le passage, alors après avoir des victoires en karting, je vais un peu plus vite, mais tu passes en monoplace. Ça, c'est quelque chose aussi qui a dû te changer un peu en F4, avec la FFSA. J'ai commencé super jeune, je devais avoir 14 ans. Quand j'ai fait mes premières courses, j'étais super petit, je devais faire 1m50, je faisais 45 kilos. Tu voyais rien? Tu étais dans la voiture, tu voyais rien du tout, si? Si, on voyait, mais j'avais les pédales super proches, le baquet, on l'avait fait un peu... Voilà, pour que je voyais bien. Ok. Et non, les premières courses, c'était assez compliqué parce que j'étais jeune. Honnêtement, j'étais pas prêt. J'avais dit que j'étais prêt dans le passé, mais honnêtement, en y repensant, j'étais pas prêt. Mais t'avais besoin quand même de cette expérience-là. En fait, voilà, on était parti pour faire 2 ans. Donc, autant faire 2 ans maintenant, faire une saison de kart ou voilà. Et donc j'ai bien appris. C'est la saison où j'ai super bien appris. Et puis la fin de saison, je dois faire, je sais pas. Attends, je le sais moi, ce que tu fais. Tu fais 6e du championnat de France, donc déjà meilleur rookie et 2 victoires quand même. Hein. Voilà, 2 victoires et voilà, pas mal de podiums. Et je me souviens sur le dernier meeting, je fais 3e, 1er, 2e. Et donc ça, c'était bon augure pour la saison d'après. Et voilà, après on a été titré champion de France de F4 l'année d'après. Ça veut dire que tu suivais des cours justement à la FFSA Academy au Mans? Ouais, je les ai suivis. C'est un super aménagement pour nous en fait, de pouvoir suivre l'école et le physique en même temps. Donc j'ai réussi à être plus prêt pour l'année d'après pour la F4, mentalement, physiquement. Et puis on a un bel accompagnement au niveau santé, niveau mental, psychologue, et j'en passe. Et donc ouais, c'était super. Et donc, tu as été champion, donc mission accomplie, avec beaucoup de podiums encore, 12 podiums. Tu t'es battu face à Hugh Barter, qui lui a roulé en Formule 3 d'ailleurs l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, comment tu l'as vécu cette saison et ton premier titre finalement en monoplace? Alors aussi, c'était assez compliqué parce que début de saison, on a eu un changement de voiture en fait. On est passé d'une voiture assez petite sans halo, un empattement plus long avec halo. Voilà, à ce moment-là, ok, d'accord. Et donc ça a été assez dur de m'adapter. C'était pas vraiment une voiture faite pour moi. Mais je me suis adapté et puis on a réussi à gagner ce titre en faisant la fin de saison. On a fait 6 dernières pole positions. Donc c'était super. On avait un super rythme en fin de saison. Donc voilà. Tu préfères quoi, tiens d'ailleurs, l'exercice de la qualif, les départs, la bagarre en peloton, j'allais dire? Honnêtement, je dirais les qualifs, c'est excitant parce qu'en fait c'est là le moment du week-end où tu mets pneus neufs, tout à maximum. C'est là où tu dois être le meilleur et c'est excitant. Donc je dirais qualif. Après voilà, j'adore les bagarres dans le peloton, mais en fait je le vois différemment maintenant parce qu'en fait c'est pas trop un amusement, juste le doubler en fait. Bah oui. Parce que j'ai envie de gagner, donc. Alors qu'en karting, c'était plus de l'amusement, entre guillemets. Voilà, tu t'amusais parce que tu te battais. Et là, maintenant, en monoplace, tu sais qu'en plus, si t'as une opportunité, il faut la prendre direct. Parce que tu tapes de dirtière, c'est pas bon pour les pneus. Donc, voilà, c'est différent quand même. Ouais, je comprends. Et puis après, passage en Freca, donc l'ancienne Formule Renault. 2 ans, donc une année avec une plus petite équipe en première pour découvrir, je dirais. Et après, t'arrives chez Art Grand Prix l'année dernière. Ouais, c'est ça. Enfin, cette année d'ailleurs. J'ai commencé avec G4 Racing. Donc c'était une superbe saison, on s'attendait pas du tout. L'écurie avait fini l'année d'avant 12e et dernière du championnat.
0 points. Comment t'as l'idée? Alors j'imagine que c'est aussi un terme financier évidemment, surtout, voilà. Tu en vas fait, dans une équipe où c'est dur? Il y avait mon coach de la F4, donc Denis Plichet, donc le même coach de Pierre. Donc lui, il m'a mis un peu chez les 4 et puis la voiture marchait bien, hein, clairement. C'était juste voilà un peu les pilotes, on va dire. Ouais. Mais c'était assez surprenant quand même. J'ai fait 8 jours de test avant la saison, alors que tout le monde en faisait plus. Je partais pas avec la meilleure voiture. Et puis on arrive première course, je fais 7e. Tout le monde, enfin, c'était vraiment incroyable. Alors que l'écurie n'avait pas marqué de points depuis un an et demi, 2 ans. Ça, quand t'expliques ça, évidemment qu'on comprend, mais sur le principe brut, quand tu dis 7e aux gens qui connaissent pas vraiment, ils doivent se dire, voilà, dis donc, Alessandro. Ah bah c'était un résultat incroyable. Enfin, c'était le plus heureux de la saison. Même les courses que j'ai gagnées en fin de saison après, j'étais quand même plus heureux sur cette 16e place. Le trou, en fait, mes derniers roulages en Freca, c'était en début décembre. Ouais. Je n'avais pas roulé jusqu'à, je sais plus c'était quel mois, mais les premiers tests officiels à Barcelone. Tout le monde a un peu fait l'Asie, la F3 Asie pour ceux qui connaissent. Et moi, j'étais arrivé, j'avais pas roulé pendant toute cette pause. Donc c'était clairement inattendu de faire ce résultat. Et puis surtout avec la voiture qui n'était pas meilleure. Et aussi, j'avais eu un coéquipier parce que j'étais tout seul, tous les tests. Ah ouais. Déjà pour s'améliorer, c'était assez compliqué. T'avais pas de référence. Voilà en fait. ça. Et à la première course, on m'a mis un coéquipier d'expérience. Donc c'est Mike Beloff. Et il a 5 ans d'expérience dans cette voiture. Et je l'ai battu. Donc c'était vraiment, c'était inattendu et j'étais super fier. Et puis le lendemain, malheureusement, je m'accroche avec Durksen, tiens. Ouais, Josh Durksen qui est en Formule 2 voilà, je m'accroche avec lui à Imola, donc dans le T7, je crois. Ouais. Alors que j'étais parti pour faire, je pense, 5e aussi. Et voilà. T7, c'est la courbe rapide, là, c'est variant. Non, c'est le gauche, une épingle au milieu du circuit avant de la remonter. Non, d'accord, ok, d'accord. Ouais, ça va donc, être j'essaye de passer à l'extérieur et je reviens à l'intérieur au dernier moment. Il me laisse pas trop la place, on s'accroche et voilà. C'est la course, quoi. Voilà, c'est la course, ça arrive, hein, c'est comme ça. Dans les paddocks, on sait quelle est la valeur des pilotes, justement, selon l'équipe dans laquelle on roule, etc. C'est quelque chose qu'on a en tête, ça, parce que je sais que tu as été quand même manager dans des équipes. Oui, déjà, Rémi en parlait, Tech 3. Si on voit Olivier Jacques avec la Honda Compé Client face à Ruggia sur la NSR, face à lui Ruggia, qui a une position, qui a une Honda d'usine, il est devant. Ouais, donc ça donne des indications déjà. Voilà. Je veux dire que moi, à l'époque, je travaillais pour l'usine Yamaha, et quand il y a eu la possibilité d'avoir les 250 d'usine, c'est normal, mais j'ai défendu. En plus, les autres équipes qui s'étaient mises sur le marché, je pense, n'étaient pas au niveau de Tech 3 à l'époque. Et donc, voilà, ils ont eu les motos, puis on a vu. Au bout d'un moment, on sait, quoi. Et puis, on sait, je veux dire, Tech 3 l'a expérimenté, on a des pilotes qui ne roulent pas. Ça arrive. Moi, j'ai eu des pilotes, quand j'étais en Espagne, il avait un nom, c'était un mec adorable, mais ce n'était pas le plus vite. Eh oui, et ça, on s'en rend compte, évidemment, en interne, on le sait. Mais il était adorable. D'accord. Il roulait bien, mais c'était pas un champion du monde. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a aussi l'importance, Alessandro, de l'équipe. Et là, tu découvres, après cette saison de Freca, l'équipe Art Grand Prix, donc qui a quand même souvent bien performé. Et c'est là où ça se passe aussi la bascule avec Williams, finalement. Exactement. Aussi, Art Grand Prix sortait d'une saison assez difficile. Ouais. Ils avaient fini 8e du constructeur, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Ils avaient fait 2e l'année d'avant, 1er l'année d'avant. Donc, avec Rivers aussi, notamment quand ils avaient gagné. Et donc là, ils ont recruté les 2 derniers champions de France, Evan et moi. Et donc, c'était, on a essayé de redresser la barre, ce qui a plutôt été réussi. Et, malheureusement, au début de saison, on a été un peu en deçà par rapport surtout Prema, ce qui nous a manqué pour aller chercher le titre en fin de saison. Mais t'as pas perdu la confiance? Tu vois, à ce moment-là, mentalement, c'est pas facile, si? Non, parce qu'en fait, la Prema dominait tellement qu'Amara, il a gagné les 3 premières courses sur 4. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis à Spa, je prends 1 seconde à la qualif, je fais 3e. 3e à 1 seconde, voilà. On disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart en Formule 1. Bon, en Freca, des fois, c'est compliqué. En Freca, c'était. En fait, ils avaient une domination au début de saison, en fait. Et nous, on l'a trouvé assez tard, le petit truc qui nous manquait. Mais dès qu'on l'a trouvé, c'était super. On a gagné. Enfin, on fait podium tous les week-ends, dès qu'on avait trouvé. Est-ce que tu dirais que c'est l'émulation que tu as eue avec Evan Gilter aussi, ou pas?
C'est sûr qu'on a bien travaillé sur la voiture. C'était une bonne saison de travail. Honnêtement, j'ai beaucoup appris cette saison, surtout en début de saison. Et voilà, à la fin, on arrive à quand même bien se débrouiller en faisant des podiums et des victoires presque tous les week-ends. Et donc, 2025, ça y est, on y arrive. C'est pas le Graal, attention, mais c'est bien parti. Tu vas rouler en Formule 3 FIA, donc sur les mêmes week-ends que la F1, on l'a dit tout à l'heure, avec l'équipe MP. Exactement. Donc là, on a avec l'équipe MP, donc on a fait les tests, ça s'est trop bien passé. Et donc, je suis hâte de commencer cette nouvelle saison. En plus, nouvelle voiture. Eh oui, c'est vrai. Donc là, ils sont actuellement en train de travailler, j'espère, et j'espère qu'on aura une bonne voiture pour l'année prochaine. Et voilà. C'est Williams qui t'a placé dans telle ou telle équipe? C'est toi qui as eu ton mot à dire? Est-ce que c'est ton manager? Enfin, comment ça se... Voilà, c'était plus mon manager, parce que cette année, j'ai commencé une nouvelle aventure avec un nouveau manager, c'est Guillaume Le Goff, donc le même que Pierre, que de Couche, plusieurs. Et donc c'est lui qui a un peu géré, parce que mon père s'est un peu dépassé. Voilà. D'accord. Donc il a géré les relations, et donc ça s'est fait avec MP Motorsport assez tard, mais ça s'est fait. Ouais, c'est clair. Attends, c'est quand même vachement bien. Alors, vous serez deux Français. Il y a Théophile Naël aussi qui sera en F3. T'as des attentes précises? Est-ce que tu te laisses aussi un petit peu de temps pour te mettre en jambes, j'allais dire? Moi, j'ai des objectifs clairs. C'était d'être performant, de battre ses coéquipiers, clairement. Si tu peux te battre pour le titre, tu te bats pour le titre. Exactement. Ok. Après, on a toujours on sait pas trop avec la nouvelle voiture ce que ça va donner, donc on sait pas qui va être devant. Est-ce que ça va être un retournement comme la F2? Ah oui, c'est clair. Donc si c'est un retournement comme la F2, on peut pas vraiment prévoir l'année prochaine. Donc à voir. Moi, j'attends de la nouvelle voiture pour un peu mettre un objectif de position. Moi, je suis un peu curieux quand même de cette relation avec Williams. Tu es encadré par eux, tu as des meetings, peut-être même en visio, j'en sais rien, mais avec l'équipe qui approche de la F1, comment ça se passe? Je pense que l'accompagnement Williams, c'est vraiment très 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 bien par rapport aux autres académies. Déjà, on a un physio, bon ça c'est un peu comme toutes les académies. On va souvent là-bas. J'ai commencé un peu de faire du sim en Formule 1. Ah bien, ok. On a des psychologues, on a des nutritionnistes. On fait beaucoup de tests physiques, donc on en fait 3 fois par an. D'accord. Donc là, tous les pilotes de l'académie se retrouvent et on va en Angleterre. Attends, ça veut dire que tu côtoies Browning, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, au début d'année, c'était Colapinto. Ah oui. On a eu Colapinto, Lia Bloch, Browning, Zach aussi. Anthony, oui. Est-ce que tu te rends compte la chance qu'ont les pilotes de voiture, comment ils sont préparés par rapport aux pilotes de moto, honnêtement? Je connais pas déjà, nous, il n'y a pas d'académie en moto, à part les formules de promotion, mais c'est basique. Ah, un peu avec Red Bull, non? Oui, un peu, mais c'est très limité. Ouais, voilà. C'est surtout l'hospitalité qui... Tant mieux pour lui, tout ce qu'il a. Ah, mais c'est génial. Mais déjà, moi, quand je l'écoutais, je pensais à Kenny Roberts qui disait, quel que soit le résultat, l'important, c'était de descendre de la moto en étant sûr d'avoir donné son maximum. Alors, le résultat en soi, c'est important, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est d'être sûr qu'on a donné le maximum. Et ça parce que sinon, moi, j'ai connu des pilotes en Grand Prix qui, au premier Grand Prix à Suzuka, me demandaient « Bon, est-ce que tu penses que j'aurai la moto l'année prochaine ?» J'ai dit « Attends, on est à Suzuka, c'est le premier Grand Prix. Avance. » Et donc, il y a une démarche. Ils sont emmenés, aidés, qui peut leur permettre justement d'éviter les écueils que nous avions et que je pense on a encore en moto. Parce qu'on voit des pilotes aujourd'hui en moto qui font des trucs. À un moment, on se dit mais... justement, il y en a un, on a l'image en régie. Ah. Il y en a un, il a arrêté sa carrière. Ah oui. C'est énormissime. Axel Ponce. Oui. Attention. Non, ça faut... C'est l'exemple à pas faire. Enfin, en tout cas, si tu veux une carrière en Formule 1, tu fais pas ça. On va envoyer la photo. Il s'est laissé pousser les cheveux. Parce que là, pourquoi pas? Il marche à pied depuis 3 ans en Inde, au Pakistan. C'est incroyable. C'est Forrest Gump. Non, mais c'est fou. Il court pas, il marche. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, c'est complètement étonnant. Regardez. Il était pilote de Grand Prix jusqu'en 2017. Et il marche. Ah pardon, j'ai oublié de le dire. Pieds nus. Sans chaussures. Et oui, ben voilà, évidemment. Oui. Et son papa a été grand champion, évidemment. Oui, il a peut-être fait des Grands Prix parce que son père avait une écurie en Moto 2. C'est fort probable. Mais oui, c'est... oui. Il a trouvé sa voie, là. Ah oui, ça... Mais tant mieux. Parce que toi, tu l'as perdu, ta voix. Est-ce que c'est pas le plus important? C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut,
C'est un parfait exemple. Comme j'ai pu l'être, moi, je voulais faire des Grands Prix. J'étais mécano parce que pilote, j'avais essayé, j'étais mauvais. Donc j'ai pris la boîte à outils et j'ai fait 25 ans de Grands Prix. J'ai fini team manager en 500. Donc il faut avoir des envies. La passion, c'est ce qui mène le monde. Ah, c'est clair. Non, pardon, je m'exprime mal. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus ce qui mène le monde. Mais tu es passionné et tant mieux. Et les stades que tu as gravis jusqu'à présent, c'est bien, ça forge un caractère. Tu disais que tu n'avais pas la meilleure auto. Ben, tu y as été avec toute ta passion, toute ta volonté. Tu as obtenu des résultats et ça a entraîné autre chose. D'ailleurs, voilà. moi, je vais revenir là-dessus, mais justement sur le côté performance, Williams est consciente de ta performance au sein d'une équipe en particulier. Enfin, c'est des débriefs que tu as régulièrement avec eux? Oui, cette année, ils m'ont envoyé des ingénieurs pour voir, enfin un ingénieur, ouais. Pour lui faire des rapports à Williams. Donc oui, j'imagine qu'ils prennent en compte. Après, je sais pas exactement comment ça se passe, mais oui, je pense. T'es scruté, quoi. C'est un peu comme les inspecteurs Michelin, tu sais. Ça vaut le coup d'être scruté. Oui, tout le monde est scruté, je pense. Mais bien sûr. Pas forcément ceux de l'académie, justement, ceux qui se font recruter aussi. Ils ont été scrutés. Tout le monde se connaît en vrai. Tout la F3, F2, F1, Africa. D'accord. On regarde partout. Ça va être intéressant. Puis je pense que le fait d'être en Formule 3 aussi, ça te fait avoir un peu plus de visibilité aussi, quoi. Clairement. En plus, tu es sur le même meeting. Tu vois, tu peux aller dans le paddock F1, tu peux discuter avec James, Sven, le patron de l'académie. Enfin, voilà, c'est mieux. Excellent. Et tu as parlé un peu de simulateur. Alors, simulateur pro, mais est-ce que tu fais un peu aussi de simulateur, toi, à titre perso, ou pas spécialement? Ouais, je joue un peu à e-racing pour ceux qui connaissent. Ouais, chez moi, je joue un peu. C'est plus pour s'amuser, vraiment chercher la performance. Mais oui. Après, tu n'as pas trop de corrélation par rapport au simulateur pro, évidemment. Sur e-racing, non. C'est plus pour s'amuser. Justement, à chercher les bagarres, parce que c'est là où justement je préfère me bagarrer. Genre, oui. Je prends limite plus de plaisir à me bagarrer sur e-racing que dans la vraie vie. Mais ça coûte moins cher quand t'as un accident. Ah, c'est sûr. J'aurais coûté cher sur e-racing, je pense. Ah oui, ça sur e-racing, c'est sûr. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur, évidemment. L'objectif, je vais même pas le citer, mais si, la Formule 1, évidemment, dans quelques années. La F3, ça commence en mars. D'ici là, c'est quoi? C'est préparation physique? Exactement, préparation physique, à fond avec mon physio. Après, ça peut commencer les tests en février. Ouais. Donc avec la nouvelle voiture à Barcelone. Donc on verra ce que ça donne d'ici là. Mais pour le moment, c'est assez calme. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être passer entre Grove, donc en Grande-Bretagne, et puis peut-être les Pays-Bas chez MP, ou pas du tout? Exactement. Là, déjà, je pars après-demain. Déjà, je vais à Grove. On fait ce qu'on appelle un media training. Je vais faire du sport aussi. J'ai du sim du prévu pas mal en janvier, sim F1. Non, c'est quand même assez chargé, mais voilà, c'est, on va dire, la période un peu où il n'y a pas grand-chose. Ouais, heureusement, tu nous as fait le plaisir de venir sur Racing Stream, on en est ravis, en tout cas. Merci Alessandro Justi, voilà un nom à retenir, un visage à retenir aussi, membre de la Williams Academy Racing, je ne sais plus comment on dit, bon, en tout cas, Williams Academy. Williams Academy. Et donc en Formule 3 l'année prochaine, j'espère avoir la chance de commenter tes courses. Et puis, merci à vous tous les deux également, Snoopy et Rémi. Et on se retrouvera pas la semaine prochaine, Rémi, parce que la voix, là, t'es venu aujourd'hui, mais là, la semaine prochaine, repos. Et puis Snoopy, t'es le bienvenu quand tu veux. Ah, mais ça sera toujours avec grand plaisir. Hein. Et puis rencontrer des jeunes pilotes. Ah, t'as vu, hein? Ah oui, moi je suis la moto, mais je suis abonné à Auto Hebdo depuis des années. Ah, quand même. Donc je connais l'animal. C'est le résultat. C'est vrai. Auto Hebdo, j'ai eu la chance d'avoir, un article, mais c'est pour une fois dans ma carrière. Merci à toutes et tous, en tout cas, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on sera là aussi. Donald sera de retour. Et puis, moi, je vais occuper la place de Snoopy, certainement, pour débriefer ce qu'il y aura à débriefer. Il n'y a plus grand-chose, hein. C'est un peu la fin de saison. Merci à tous et toutes. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne soirée. Et donc, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Michelin, Motion for